Quelles sont les principales dispositions du traité de Versailles qui marquent un des grands points, bien entendu, de la conférence de la paix en 1919 ? D'abord, commençons peut-être par un symbole. Le fait que ce traité soit signé à Versailles n'est bien entendu pas anodin, puisque c'est à Versailles qu'avait été proclamé l'Empire allemand le 18 janvier 1871 par Guillaume Ier et Bismarck. Donc il s'agit bien entendu d'un retour sur l'histoire, et il s'agit bien entendu de remettre en cause totalement cet empire allemand. Deuxième symbole, les plénipotentiaires allemands qui vont signer ce traité, qui sont mis au courant des clauses du traité qu'au mois de mai 1919, vont devoir passer, avant d'aller signer ce traité, devant 5 gueules cassées françaises. 5 grands blessés de la face. Il s'agit non pas à l'époque de dénoncer la guerre, nous ne sommes pas dans une ambiance pacifiste encore, mais il s'agit surtout de culpabiliser les Allemands dans cette signature, de montrer en quelque sorte à travers ces visages ravagés de 5 anciens combattants français les torts qu'ils ont commis à la communauté internationale. Alors maintenant, quelles sont les principales dispositions de ce traité de Versailles ? Il y a d'abord des dispositions territoriales. L'Allemagne perd l'Alsace-Lorraine, qu'elle avait bien entendu annexée en 1870, elle perd la Poznanie, elle perd un certain nombre de territoires, notamment ses colonies, mais elle perd aussi le Schleswig-Holstein qu'elle avait acquise par la guerre contre le Danemark en 1864. Donc les pertes territoriales allemandes sont extrêmement importantes. Deuxième grand point problématique, si vous voulez, de Versailles, eh bien, les Allemands signent un chèque en blanc, puisqu'ils savent qu'ils vont devoir payer des réparations financières. On leur annonce au traité de Versailles, mais ils n'en savent pas encore la somme exacte, puisque cette somme va faire l'objet d'intenses négociations entre alliés qui ne sont pas d'accord entre eux sur les sommes à demander à l'Allemagne, et donc les Allemands ne connaîtront finalement le montant des réparations qu'au mois de mai 1921, c'est-à-dire 2 ans après la signature du traité de Versailles. Et au fur et à mesure des négociations interalliées, eh bien, les sommes vont monter considérablement. On va être finalement, sous la pression des Français et des Belges, il faut bien le dire, à 132 milliards de marques or. C'est une somme absolument colossale qui est à payer sur 40 années et qui est à payer en dollars. Et c'est tout à fait intéressant puisque ça montre déjà le poids nouveau mais très puissant du dollar. Autre point fondamental du traité de Versailles, il y a ce que l'on appelle les décrets infamants, les Schmarchparagraphen en allemand. Plusieurs édits du traité de Versailles posent problème pour la suite de la vie internationale. Alors notamment, il y a les fameux articles 228 et 229. Ces articles 228 et 229 pointent du doigt la personne de l'ancien empereur Guillaume II. Puisque Guillaume II est accusé de traîtrise internationale, de non-respect des traités. Il s'agit surtout, bien entendu, de l'ordre qu'il a donné en 1914 de violation de la neutralité belge. Je rappelle que l'Allemagne, avec l'Angleterre, s'était porté garant en 1839 de cette neutralité belge. Donc effectivement, l'Allemagne a été parjure à sa parole, mais c'est une personne qui est accusée et non pas l'ensemble du fonctionnement de l'État allemand. Et puis, article qui pose encore plus de problèmes, c'est le fameux article 231 de ce traité de Versailles, qui, d'entrée de jeu, avait plutôt une coloration financière, mais qui va rapidement prendre un tour plus moral. Cet article 231 dit, en substance, que l'Allemagne est la seule, et je dis bien la seule responsable de la guerre. Or, les historiens qui ont travaillé cette question savent que l'entrée en guerre de 1914 est tout sauf simple, et que l'Allemagne porte de lourdes responsabilités, certes, mais n'est pas le seul État à en porter. Et donc, le fait
que l'Allemagne soit désignée comme seule responsable de la guerre va être effectivement perçue en Allemagne, et pas seulement par les franges de la droite nationale la plus extrême, mais va être perçue comme une injustice et comme un diktat. Et puis, il y a bien entendu aussi les clauses militaires de ce traité de Versailles. L'Allemagne doit en gros livrer toutes ses armes lourdes. Elle doit livrer 5000 canons, 5000 pièces d'artillerie lourde, elle doit livrer 25 000 avions, elle doit livrer toute sa flotte de guerre, qui va être emmenée en captivité à Scapa Flow, c'est-à-dire au nord de l'Écosse, et qui, on le sait, va faire un pied de nez gigantesque aux Alliés, puisque cette flotte de guerre allemande va se saborder en rade de Scapa Flow en 1919. Le grand état-major allemand est supprimé, le service militaire est supprimé, et il n'y a plus qu'une armée de 100 000 hommes destinée au maintien de l'ordre, et qui est là aussi un clin d'œil à l'histoire, puisque 100 000 hommes, c'est ce que les Allemands avaient autorisé à la France en 1870. Au bilan de ce traité de Versailles, il n'y a guère que la Belgique qui soit satisfaite pleinement des conditions de ce traité. Les autres États, qu'ils soient vainqueurs, et bien entendu que ce soit l'Allemagne, sont globalement déçus, ont des récriminations à faire contre les clauses de ce traité. Et il est peut-être facile, a posteriori, de dire que ce traité était entaché d'un certain nombre de défauts pour l'avenir. Les diplomates ont fait ce qu'ils ont pu, mais il est certain que l'intransigeance française à l'égard de l'Allemagne a joué quand même beaucoup pour les années à venir.